Hello mes lapins, au programme pour ce troisième épisode sur Gustave Moreau et le Moyen-Âge retrouvé, un petit complément avec une vidéo dédiée à l'une de mes œuvres préférées, tout artiste confondu d'ailleurs, j'ai nommé Les Chimères. La prochaine fois, on parlera d'une autre œuvre majeure de cette exposition, qui est le tableau intitulé Les Licornes. Comme je ne vais pas rabâcher sur ce que j'ai déjà dit dans les précédents épisodes de ce mini-cycle sur Gustave Moreau, vous pouvez aller écouter mes deux précédentes vidéos si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Mais sinon, vous comprendrez aussi celle-ci sans forcément avoir vu les autres, s'il n'y a que cette œuvre qui vous intéresse. En tout cas, j'attaque tout de suite dans le vif du sujet avec Les Chimères de Gustave Moreau. Alors dans cet épisode, je me fais plaisir en espérant que ça vous plaira aussi, et je commence donc avec cette œuvre incroyable. Donc Les Chimères, si je devais m'amuser à essayer de les définir en 3 mots, je dirais à propos de ce tableau, je choisirais foisonnance, délicatesse et gigantisme. Et vous allez voir que je ne prends pas trop de risques en disant cela. Alors Les Chimères, c'est une huile sur toile entre guillemets achevée en 1884, réalisée dans le plus pur style Gustave Moreau, notamment dans cet aspect achevé et non achevé parfait qu'il maîtrisait totalement, mais qui pour une fois a réellement été laissé en état d'incomplétude par l'artiste. Mais venez, je vous explique tout. Alors en premier, sachez que le format il est magistral, avec pas moins de 2,36 m sur 2,4 m, et qu'il foisonne de détails enchevêtrés d'une finesse exquise sur quasi chaque centimètre carré de son gigantisme. Aussi, c'est à peu près impossible d'en trouver une reproduction de qualité en format réduit pour chez soi, à mon grand drame. Moi je pense que vous l'avez compris, je suis en amour sur cette toile. Donc commencé vers 1880 et travaillé pendant 4 ans, cette grande peinture ne fut donc réellement jamais achevée par le peintre, qui interrompt sa réalisation en 1884, après semble-t-il la mort de sa mère et un gros passage dépressif de sa part à ce sujet. Cependant, quand on connaît son travail et que l'on a remarqué que nombre de ses toiles sont dans un style achevé non achevé, on ne se dit pas tout de suite que l'arrêt était volontaire. Là, pour le coup, il s'agit vraiment d'un arrêt et d'une toile qui n'a jamais voulu reprendre. Alors, il n'y a rien d'étonnant non plus à ce que cette toile soit une des pièces maîtresses de l'exposition Gustave Moreau et le Moyen-Âge retrouvé, parce qu'au premier coup d'œil, vous verrez que ses tonalités éteintes et très particulières et son dessin très raffiné vous évoquent aussitôt l'aspect d'une tapisserie médiévale. Pourtant, sachez qu'une des inspirations principales pour la composition de cette toile n'est pas du tout médiévale, mais Renaissance. Et oui, parce qu'on n'oublie pas que Moreau, il mélange les genres dans son style syncrétique inimitable, mais ça on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, et donc on reprend avec les chimères. Donc pour la composition de ces chimères, Gustave Moreau, il est allé chercher ses sources dans Le martyre des 10 000 chrétiens au mont Ararat de Vittore Carpaccio, peintre de la Renaissance italienne. Concernant le sujet de cette toile, il s'agit, comme vous le voyez, d'une composition en plusieurs plans, dont le premier est totalement envahi de chimères, comme son titre nous l'annonce, puis d'un deuxième plan où vous apercevez toujours des chimères, mais également un cortège de femmes, puis plus loin une ville d'inspiration gothique, et enfin d'un dernier plan qui est ce paysage fantastique inachevé, avec sa montagne surplombée d'une croix au tracé très discret. Puisque les sujets de cette toile sont des chimères, je vous propose de commencer avec une petite définition pour mieux cerner le sujet. Alors vous le savez peut-être, mais dans la mythologie grecque, la chimère c'est une créature hybride malfaisante dont le corps est traditionnellement composé ainsi, une tête de lion, un corps de chèvre et on finit avec une queue de dragon. Le Moyen-Âge étant extrêmement friand de tout ce qui est bestiaire, cette époque s'empare ensuite de l'imagerie de la chimère pour mieux la faire sienne. On détourne beaucoup de choses païennes dans la religion catholique pour l'intégrer en fait, je pense que ça vous le savez. Et donc, comme de nombreux éléments du bestiaire païen, elle trouve alors sa nouvelle place au sein de l'enfer chrétien avec les autres monstres et démons qui l'habitent. Gustave Moreau ensuite au 19e siècle, évidemment il y a plein d'autres artistes qui travaillent avec les chimères, mais là on s'intéresse à Gustave Moreau, donc on y retourne.
Donc cet artiste, de son côté, lui, il s'empare de cette figure de la chimère dès 1856 et il ne cesse de la réinventer à l'infini dans ses toiles et études préparatoires. Presque 30 ans plus tard d'ailleurs, il les met enfin à l'honneur dans cette toile immense au sein d'une grande composition à l'iconographie particulièrement fouillée. Mais si on s'intéressait maintenant un petit peu au sens de cette toile. Alors, je vais vous apprendre que celle-ci, elle a comme sous-titre le Décaméron satanique, ça vous aidera peut-être à percevoir ce que l'artiste a voulu vous montrer. Donc, si vous connaissez la description suivante qu'il a lui-même faite, ça va achever de vous faire comprendre ce tableau Les Chimères, puisqu'il en parle lui-même ainsi. Cette île des rêves fantastiques renferme toutes les formes de la passion, de la fantaisie, du caprice chez la femme dans son essence première, l'être inconscient, folle de l'inconnu, du mystère, éprise du mal sous forme de séduction perverse et diabolique. Comment vous dire que le programme s'annonce, voilà. J'ai une deuxième citation, un deuxième extrait à vous citer qui va vous permettre de finir de bien être sûr de ce qu'il veut nous dire, puisque Gustave Moreau écrit, en parlant de cette toile, « Des femmes enfourchant des chimères qui les emportent dans l'espace d'où elles retombent éperdues d'horreur et de vertige. » Voilà, je pense très clairement que ces paroles et cette toile nous montrent bien un petit peu cette vision que Gustave Moreau se faisait de la femme, à laquelle il associe tantôt des images de volupté, tantôt un rôle vraiment de pécheresse, tentatrice, satanique, quoi, on va dire. Ah oui, parce que Gustave Moreau, c'est un homme de son temps, y compris dans cette petite ambiance sexiste qui pique de la deuxième partie du 19e siècle. En vous approchant un peu plus près de cette toile, vous verrez que les chimères sont bien nombreuses, puisque les personnages féminins sont le plus souvent accompagnés de la chimère que leur imagination a engendrée. Alors entendez par imagination à engendrer, comprenez que leurs travers et leurs péchés de femelles, filles d'Ève ont engendré, c'est ça que je voulais dire. Donc dans cette œuvre, où foisonnent les allégories des péchés et des défauts féminins, alors, une allégorie dans les arts visuels, je pense que vous le savez, mais au cas où je le redis, c'est la représentation d'une idée abstraite ou d'une notion par une figure humaine ou parfois animale ou hybride, dont les attributs font sens et vous permettent de la comprendre. En gros, c'est une forme de métaphore visuelle, en fait. Donc bref, ça foisonne, les allégories, il n'y a que ça dans cette toile. Dans ce foisonnement, donc, vous pourrez retrouver les vices dits féminins et les 7 péchés capitaux qui se retrouvent ici tous liés à cette rêverie de figures féminines accompagnées chacune ou presque de leur chimère vice, évoluant dans ce décor végétal onirique aux tonalités étouffées et presque comme sans effet de profondeur en fait. Et d'ailleurs, puisqu'on est toujours sur le médiéval revisité, qui nous rappelle justement le style mille-fleurs de la tapisserie du bas Moyen-Âge. Et oui, on n'oublie pas qu'on est toujours dans cette thématique, vraiment le médiéval du 19e siècle réhabilité, dirons-nous. Alors, le bas Moyen-Âge, pour rappel, c'est la période qui désigne la fin du Moyen-Âge en France et dans d'autres pays d'Europe, en particulier les 14e et 15e siècles. Et j'en profite pour vous mettre 2 exemples de ce qu'est le style mille-fleurs de la tapisserie de cette époque, pour rendre mon propos un peu plus concret. Et puis je vous en donne une définition rapide. Donc ce type des mille-fleurs se caractérise par la je suis fatiguée, ça y est, par la juxtaposition des fleurs et parfois d'animaux en suspension dans un espace immatériel non réaliste. Vous le voyez là, la végétation elle est très schématique, mais elle est vraiment foisonnante, et ça nous montre que l'on cherche avant tout à habiller un pan de mur sans un vrai souci iconographique véritable. Et donc, c'est vraiment un effet que l'on retrouve clairement, en tout cas qu'on a la sensation de retrouver quand on regarde les chimères de Gustave Moreau. Mais allons-y, intéressons-nous à ce Décaméron satanique. Alors, plus précisément, d'un point de vue sens pour cette toile, dont l'iconographie est vraiment complexe, il y a vraiment beaucoup de choses dessus, on peut vraiment facilement se perdre, d'ailleurs dans les méandres de cette toile, on peut rester très longtemps devant à regarder une multitude de détails, mais en tout cas, sachez que ici, Gustave Moreau, il semble vouloir nous parler du cheminement que les femmes ont à effectuer pour obtenir leur salut et le pardon de leurs nombreuses fautes.
Alors, les rochers escarpés, les montagnes symboliseraient justement ce chemin ardu à gravir, hein, qui semble presque hors de leur portée. Et puis, la croix tout en haut, là, qui est difficile à voir de premier abord, mais bon, on rappelle que cette toile, elle ne fut jamais achevée, hein, voilà, et que le décor en arrière-plan, il en fait particulièrement les frais. Eh bien, cette croix, elle représenterait, elle, ce salut inaccessible, ou en tout cas accessible seulement au prix de grands efforts et probablement d'immenses privations. Donc, notez que dans les différents groupes de femmes disséminés en divers points, et bien que ces différents groupes de femmes, tendraient à nous montrer les divers stades de leur évolution spirituelle. Je vous explique tout en détail. Au premier plan, vous apercevrez donc les pécheresses, plutôt dénudées, accompagnées de leurs chimères. Nous les montrons donc comme des femmes lascives et dans la volonté de rester à la merci de leurs péchés et de leurs travers. Alors d'ailleurs, à propos des péchés capitaux, j'ai réussi à en identifier quelques-uns sur cette toile. Alors, il y a l'envie ici avec cette femme associée à cette chimère femme-serpent, qui est le serpent étant un des symboles de l'envie en fait, hein, voilà. Mais on n'oublie pas le syncrétisme de Gustave Moreau, et donc cette image en fait, ça pourrait aussi très bien être une représentation d'Ève en pleine tentation avec le fameux serpent. On aperçoit aussi à un autre endroit l'orgueil avec une femme et sa chimère femme Pan, parce que le Pan c'est symbole d'éternité mais c'est aussi symbole d'orgueil. Et puis dans une autre partie de l'œuvre on va trouver la paresse avec une chimère femme tortue. Et puis il y a plus évident, il y a la colère avec une femme et sa chimère taureau ailé avec des ailes de chauve-souris, mais encore une fois on est chez Gustave Moreau, plusieurs niveaux de lecture peuvent être possibles, et donc en fait cette figure de femme avec son taureau ailé, ça pourrait aussi très bien être une figure gréco-romaine représentant Europe. Et puis vous avez bien évidemment la luxure, hein, avec cette femme montée sur un bouc. Pour les autres, je suis pas sûre d'avoir tout identifié, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Si jamais vous arrivez dans la toile à repérer le reste des 7 péchés capitaux, je suis preneuse. Je vais juste noter aussi qu'il y a une femme avec une libellule qui... Enfin, c'est pas une libellule, c'est une demoiselle, mais bon, c'est la famille des libellules, hein, pour résumer. Ça pourrait représenter la légèreté d'esprit féminin, soit, comment dire, pas la légèreté en termes de poids, hein, bien sûr, la légèreté dans le sens... comment dire ça, la légèreté de l'être, hein, c'est-à-dire l'inconsistance de la femme en fait. Voilà, il y a plein d'images comme ça, vous pouvez passer des heures à regarder et puis à réfléchir aux différentes images et métaphores que ça vous propose. Alors, toujours dans ce premier plan, comme ressortant de la foule en fait, vous avez une figure isolée de femme nue qui se dresse debout sans chimère, qui est comme étrangère à toutes ses envies dépravées, et donc comme ayant déjà commencé son chemin vers le salut en fait. Et d'ailleurs, ce qui nous fait penser à ça, c'est qu'il y a en plus un ange qui se trouve placé derrière elle et qui semble lui chanter à l'oreille probablement la sagesse de la parole divine, ce qui a l'air de l'atteindre. Sur le deuxième plan, vous avez un grand groupe de femmes habillées pour le coup, et donc de par leurs vêtements qui sont suggérés comme étant déjà moins enclines au péché, hein, plus civilisées, moins païennes peut-être aussi, puisque plus pudiques et couvertes. Et donc ces femmes, elles semblent déjà comme étant en marche vers leur salut, en tout cas elles sont en marche vers un édifice religieux qui montre qu'elles vont franchir une nouvelle étape, mais que cela est compliqué et n'est pas gagné, ni de tourpeau, puisque vous verrez qu'à l'entrée de cet édifice religieux, vous avez un groupuscule issu de ces femmes qui étaient vêtues, qui se sont redénudées de nouveau en réponse positive à la tentation que semble leur faire une autre chimère serpent qui est enroulée près de l'entrée sur une colonnade, les détournant ainsi du chemin du salut de leur âme. Vous apercevez aussi encore dans ce second plan, j'ai oublié en fait que dans le premier plan, vous avez aussi une figure qui semble être un hommage un petit peu en tout cas qui semble être une sœur de la tapisserie de la Dame à la licorne que je vous ai montré dans cet épisode d'ailleurs. Écoutez, voilà, j'avais oublié de vous la montrer, je la trouve très jolie cette figure, c'est juste pour vous montrer à quel point tout ceci est très complexe, mais je repasse au deuxième plan.
Donc le deuxième plan où il y a les femmes habillées, dont certaines qui finalement se redéshabillent. Mais donc sur ce deuxième plan, vous avez un autre plan un petit peu éloigné, qui est pas franchement un troisième plan, mais qui pourrait presque en être un. Et vous apercevez donc une ville d'inspiration médiévale qui se dresse sans trace de vie, qui a l'air d'être désertée. Alors qu'est-ce qu'il faut voir dans cette ville déserte, vu la métaphore de ce tableau ? Est-ce qu'il faut y voir la mélancolie d'un paradis gothique inhabité car inatteignable, ou alors au contraire la tristesse d'une ville déserte où les habitants seraient tous morts et ou bien auraient tous eu à fuir une punition divine, ou alors une ville désertée parce que les gens sont tous en chemin vers le salut, vers la montagne, mais comme sur la montagne, eh bien, vous n'avez quasiment personne, je doute fort que cette solution soit la bonne. Honnêtement, je n'ai pas trouvé à mon humble niveau une documentation suffisante pour vous dire laquelle de ces versions est la bonne. Je vous laisse donc libre d'interprétation à ce sujet. Cependant, on peut noter quand même que cette imagerie à l'architecture gothique ne peut que rajouter et participer au sublime religieux de cette toile, puisque ça nous évoque une architecture religieuse, et que d'ailleurs, en parlant de cette partie de la toile, de cette ville, eh bien sachez que les éléments enchevêtrés sont tous, ou quasi tous, des éléments réels d'architecture médiévale, que Gustave Moreau a reproduit fidèlement, après s'être documenté comme à son habitude. Vous pouvez y voir notamment une tour du palais du Franc, qui est le palais de justice de Bruges, une tour de l'hôtel de ville de la ville d'Alost, et puis je crois que le pont, il est réalisé d'après le pont d'Estrula, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises, il me semble que c'est ça. En tout cas, une ville du coup énigmatique, car vide. Et puis on n'oublie pas que si Gustave Moreau reproduit fidèlement tous ces éléments, le fait de les assembler tous ensemble en mode what the fuck alors que ces éléments n'ont rien à voir ensemble géographiquement, ça nous montre encore ce syncrétisme et ce monde médiéval revisité et fantasmagorique et pas du tout réaliste. Et puis pour finir, eh ben, il nous reste le dernier plan qui est celui du paysage, avec cette montagne dressée en plein ciel et qui nous semble quasi inaccessible et qui symbolise cet accès plus que ardu à quiconque voudrait atteindre le salut de son âme, et que donc les âmes ici, elles ont l'air d'être perdues à tout jamais en chemin dans le tableau, pour les quelques qui ont commencé le chemin, parce qu'on rappelle que la foule du premier plan n'a pas l'air d'amorcer le chemin du tout. Alors, d'un point de vue construction et syncrétisme, parce que on parle de Gustave Moreau, donc on parle forcément syncrétisme, le syncrétisme, je vous ai déjà défini ça dans une autre vidéo, donc allez-y. Eh bien, tout semble tenir et venir justement d'un espèce de système de collage hyper astucieux d'éléments disparates. Alors tant pour les chimères, parce que Moreau les élabore en copiant et en assemblant des éléments d'animaux réels à des créatures fantastiques extraites d'images aux provenances diverses, souvent issues d'ailleurs d'une revue, entre autres, qui s'appelle le Magasin Pittoresque, qui était un magazine français illustré, qui était une véritable petite encyclopédie inspirée et inspirante pour les artistes, d'ailleurs, pas que pour Moreau, mais aussi par exemple pour celui que l'on nommera le facteur cheval et son fabuleux palais, je pense que vous devez connaître, qui est un artiste syncrétique également, et donc c'est une revue, le Magasin Pittoresque, qui contenait un petit peu tout, de la morale, de l'histoire, de l'archéologie, de l'art, des sciences naturelles, l'industrie, voyage, etc., de l'architecture notamment, et qui donc a beaucoup servi à Gustave Moreau. Alors comme on l'a déjà dit, la ville médiévale au cœur de la toile, elle répond elle aussi à cette idée de collage et d'assemblage de motifs variés, puisque je vous l'ai dit, elle est composée de morceaux de monuments d'architecture existants, mais qui viennent de régions géographiques éloignées les unes des autres, et qui n'ont donc, en tout cas dans notre monde, qui n'ont rien à voir ensemble, mis à part un style gothique très différent les uns des autres. Je vais finir en disant que pour réaliser ce tableau, Gustave Moreau, il a réalisé pas moins de 500 études préparatoires, qui nous permettent de retracer, ou du moins de suivre en partie ces étapes de processus créatif. C'est quand même juste 500 petits croquis, tout va bien. Moreau était un bosseur acharné, une production énorme, et alors là, la production de croquis et d'études est absolument phénoménale.
Bref, les croquis en tout cas de ces 500 études préparatoires aux chimères et la documentation et les revues et publications que Gustave Moreau a conservées toute sa vie nous permettent justement de mettre en exergue un autre aspect de son art qui est très très important et qu'on ne connaît pas si on ne le sait pas, eh bien c'est son talent à détourner des éléments réels pour les réutiliser dans ses toiles. Alors je vous montre un exemple concret quand même, qui m'amuse beaucoup. Eh bien par exemple, vous voyez, ça c'est une chaussure dite de Charlemagne, qui est publiée dans Villemain 1839. Donc ce sont des exemples de chaussures médiévales qui ont été retrouvées. Eh bien Gustave Moreau, il la décalque, il l'étudie, et puis il la réutilise ensuite dans la toile Les Chimères en la détournant, en faisant une coiffe sur un des personnages de son tableau. Je vous montre, c'est juste là, et bah, quand on regarde, eh bien, on dirait vraiment que c'est un vrai chapeau médiéval ou renaissance, on se dit pas du tout que c'est une chaussure. Et je trouve ça, voilà, ça fait partie des talents de Gustave Moreau, de picorer comme ça des éléments du réel et puis d'arriver à en faire autre chose. Alors, je vais m'arrêter ici pour la présentation de ce tableau absolument incroyable que sont les Chimères donc de Gustave Moreau, qui est une œuvre foisonnante, on pourrait continuer à y passer des heures, et qui nous illustre très bien ce fameux Moyen-Âge retrouvé dans ses œuvres, qui sont vraiment, je trouve que ce sont vraiment des odes qui ont été très longtemps travaillées et méditées par l'artiste, puis enfin construites pour nous offrir une vision aussi parfaite, même si cette toile, elle n'est pas finie par l'artiste, je la trouve absolument parfaite telle qu'elle. Personnellement, je n'ajouterai pas un coup de pinceau, c'est comme s'il ne manquait rien, enfin, c'est tellement déjà foisonnant et exceptionnel. Mais je vais arrêter voilà, vous avez compris, j'adore cette toile. Donc on se retrouve le mois prochain pour étudier un autre tableau qui est intitulé Les Licornes, pour continuer ce mini-cycle sur cette exposition absolument incroyable qui est finie là au temps où je vous fais cette vidéo, au temps où je sors cette vidéo, cette exposition est déjà finie. Mais vous pouvez la voir sur ma chaîne de toute façon. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas, je déteste dire ça, mais allons-y. N'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en vous abonnant et surtout en partageant, en diffusant cette vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir ces œuvres absolument incroyables et que je puisse avoir pourquoi pas des échanges avec d'autres personnes sur des choses que j'aime en fait, voilà, sur des choses qu'on aimerait. En tout cas, merci encore. Et puis, le mois prochain, on se retrouve pour les licornes. Et en parallèle, je n'oublie pas de continuer de travailler et de poster un épisode aussi de ma saga Musha. Eh bien, à très bientôt mes lapins. J'espère que ça vous aura plu. À très très vite.